apparemment tout le monde est bien connecté. Grégor, c'est bon, tout le monde est connecté? Alors bonjour à tous et bienvenue au troisième Job en live en direct du Technicentre industriel de Nevers. Donc je me présente pour ceux qui n'avaient pas suivi les lives d'avant, je suis Nathan Gounod, chargé de communication à Nevers Agglomération. Alors Nevers Agglomération tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une collectivité qui regroupe 70 000 habitants et qui est composée de Nevers et 12 communes alentours. Donc en tant que collectivité, Nevers Agglomération possède un champ d'action qui est divisé en domaines que l'on appelle des compétences. Parmi les compétences dont dispose Nevers Agglomération, on retrouve l'enseignement supérieur ainsi que le développement économique. Donc ces deux compétences sont bien représentées aujourd'hui par vous les étudiants au sein de vos salles de classe et par notre structure d'accueil, le Technicentre industriel de Nevers, qui représente le développement économique. Pourquoi ce projet? Eh bien parce que Nevers Agglomération a récemment été labellisé French Fab et territoire d'industrie, deux labels démontrant l'implication de la collectivité dans le domaine de l'industrie. Nevers Agglomération est donc fier de porter ce projet qui témoigne de son engagement vis-à-vis du monde de l'industriel. Et nous saluons à ce propos l'idée originale du projet qui vient de Tristan Lacombe, directeur du pôle engin au sein du Technicentre industriel de Nevers, et soutenu par les services départementaux de l'éducation nationale représentés par Laurence Ducreux. Je vais laisser la parole à Myriam pour la suite des présentations. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Job en live au Technicentre industriel de Nevers. Donc, le Technicentre compte près de 1000 collaborateurs répartis sur un site de 22 hectares. L'activité principale du Technicentre, c'est la réparation et la rénovation des trains, bus et tramways. Pour cela, 30 corps de métier interviennent, dont celui que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui est le métier de technicien bogie, qui vous sera présenté par Mathieu, manager de l'équipe bogie, et David, adjoint au manager de l'équipe réparation accidentelle. Donc je vais vous laisser avec eux qui vont faire la présentation. Donc bonjour à toutes et à tous, donc Mathieu Ibanez, donc je suis le DPX manager de l'unité. Et David Marquis qui est mon adjoint. Donc moi j'ai 28 ans, donc ça fait à peu près 10 ans que je suis à la SNCF. Donc mon parcours se détaille donc comme ça. Donc j'ai fait 2 ans d'apprentissage en BTS, donc par alternance à la SNCF au Technicentre industriel de Nevers. Donc pendant ces 2 années, j'étais à l'unité ERA, donc réparation accidentelle. Ensuite, j'ai été embauché en 2011 au Technicentre industriel de Nevers. Ensuite, j'ai incorporé l'équipe Task Force, donc c'est une équipe qui réalisait des déplacements dans toute la France, où on a réalisé donc pendant 3 ans un OM, donc un ordre de modification sur un métier plus électrique, donc avec une équipe de 5 personnes, donc des électriciens. Ensuite, après ça, je suis passé donc adjoint Europe, donc responsable de production sur l'unité ERA, toujours donc réparation accidentelle. Donc voilà, j'étais l'adjoint du responsable, où je gérais tout ce qui était partie vraiment production. Ensuite, après ça, j'ai fait un petit séjour côté méthode, donc méthode engin, donc élaboration de plans de tâches, de kit à pro, enfin voilà, pour essayer que les agents en production travaillent dans de bonnes qualités et en sécurité. Et ensuite, j'ai incorporé donc la nouvelle équipe Bogie, donc ça fait maintenant 3 ans où je suis le manager. Sinon, donc moi personnellement, je suis passé d'un cursus donc BEP Bac Pro électrotechnique, donc au lycée Louis Aragon. J'ai connu la transition Louis Aragon au Pierre Pérégovoy. Ensuite, je me suis orienté un petit peu grâce à la SNCF sur un BTS en alternance avec l'ANIFOP. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite j'ai été embauché directement à la SNCF, au Technicentre industriel de Nevers. Donc maintenant, je vais vous présenter, David va se présenter. Eh bien bonjour à vous, moi c'est David. Moi j'ai 38 ans et à l'heure d'aujourd'hui je suis chef d'équipe. Donc mon cursus, j'ai commencé par un CAP, BEP, Bac Pro en mécanique auto à Louis Aragon. Après j'ai fait une année complémentaire dans la compétition et du coup ça m'a emmené jusqu'en 2011 à travailler dans la course auto à Manicourt.
Et suite à ça, j'ai passé le concours SNCF que j'ai réussi et j'ai intégré l'équipe Bogie ERA. Donc c'est, comme disait Mathieu, c'est un peu les réparations accidentelles. Et pendant toutes ces années, jusqu'à cette année, j'ai eu une promotion. Donc du coup, je suis passé chef d'équipe. Donc voilà, donc là on va vous présenter une mise sur roue d'un bogie. Donc voilà. Ah, je voulais mettre tellement de choses. Là, on va juste faire la mise sur roue, donc forcément, il y a des règles de sécurité, donc on est obligé de s'écarter. On a 2 agents de production, donc Romain et Joachim, qui appréhendent la mise sur roue en fait. Donc ils ont le port du casque obligatoire, le port des gants en cuir pour faire tout ce qui est manœuvre en fait avec la mise sur roue en fait. Pardon, donc la mise sur roue. Donc là, on voit le châssis, je pense que vous êtes en train de le voir. Donc toujours en termes de sécurité, on est obligé d'avertir la mise sur roue, donc c'est pour ça que vous entendez un klaxon en fait. Donc un bogie porteur comme celui-là pèse environ 6 tonnes. Oui c'est ça, oui 6 tonnes à peu près. Donc c'est quand même assez conséquent et assez lourd. Donc pour réaliser cette manœuvre, on utilise un pont roulant. Qui, celui-ci, peut aller jusqu'à 16 tonnes pour pouvoir réaliser toujours pareil la manœuvre en toute sécurité. Donc j'ai eu une question qui était quelle formation à faire avant le BTS et quel BTS tu as fait? Alors les formations de base vraiment pour faire un bac pro électrotechnique, donc qui était plus spécialiste, plus électrique en fait. Et donc ensuite un BTS, donc c'est un bac plus 2, donc on peut faire plusieurs choses, on peut faire de la méthode, du management comme moi, mais après on peut faire aussi de l'ingénierie. Voilà. Donc là typiquement vous êtes en pleine réalisation d'une mise sur roue, donc en fait on vient solidariser les 2 essieux en fait avec le châssis. Donc la manœuvre, comme vous pouvez le voir, prend quand même quelques temps. On a des règles bien spécifiques à respecter. Donc comme vous pouvez le voir, on est obligé de réajuster à chaque fois le positionnement du châssis. Donc nord, sud, ouest, est. De façon à vraiment positionner le châssis avec les essieux correctement. Et le châssis sur les supports d'essieu en fait. Juste pour répondre à la question, on a eu une question qui dit faut-il un diplôme minimum pour postuler au concours SNCF? Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de concours spécifique SNCF, mais il est tout à fait possible de préparer un bac plus 2, un bac ou un niveau CAP en alternance avec la SNCF et de ce fait préparer un diplôme en alternance avec la SNCF. Je vous laisse avec Mathieu. Donc là on est obligé de faire des réajustements pour vraiment positionner encore une fois le châssis sur les essieux. Donc là c'est ce que typiquement est en train de réaliser Joachim et Romain. Et j'ai oublié aussi Amara qui a un corps de métier aussi bien spécifique, donc qui est dit chez nous pontier et agent flux. Donc ils ont aussi une importance dans notre entreprise, parce que c'est eux qui réalisent tous ces mouvements.
afin de vérifier que voilà, le châssis soit bien posé sur ces deux essieux, pour ensuite qu'on puisse enlever les élingues et évacuer le pont en fait, pour ensuite travailler en toute sécurité. J'ai une question qui dit combien de tonnes peut supporter ce genre d'essieu? Alors en fait les essieux, il y a bien un type d'essieu par type de bogie en fait. En fait cette série d'AGC, hein, donc, enfin de type d'AGC, donc c'est un Y418 exactement, donc voilà, hein, c'est un type de châssis de bogie. Donc bogie porteur d'autorail grande capacité. Et ensuite les essieux est fait juste pour ce châssis là, donc ce type de bogie, alors je sais plus le numéro. Ça c'est des essieux de 801 ça, donc voilà. C'est une série, chaque série a son type d'essieu et qui supporte la charge du bogie. Donc là, c'est sur quel type de train qu'on peut les retrouver par c'est tout ce qui est TER ça, toutes les régions. Donc TER, autorail grande capacité, hein, donc c'est ce que vous voyez, c'est les petites lignes en fait dans toute la France, hein. On en voit beaucoup en gare de Nevers et dans toutes les autres gares. Donc là ils sont en train toujours de faire un réajustement. Une question qui demande, est-ce que le châssis est fabriqué sur le site ici? Alors il y a plusieurs façons. Il y a soit ils arrivent en réparation accidentelle, donc qui dit réparation accidentelle en fait on vient juste faire des réparations, ce qui est endommagé en fait. En fait c'est tout ce qui est choc, tous les accidents qui se trouvent sur les passages à niveau, sur les voies ferrées. En fait ils acheminent la rame ici à Nevers et on a un levage simultané, donc c'est ce qui permet de lever toute la rame complète. Et après, on extrait le bogie ou les organes qu'on a besoin de remplacer suite à l'accident. Et ensuite, on a une deuxième partie. Donc ça, c'est une équipe en fait. Et ensuite, on a deux autres équipes. Donc une équipe qui fait vraiment que du démontage et du remontage. Donc on l'appelle l'équipe chaîne. Donc eux, en fait, ils démontent tout l'ensemble. Donc ils démontent les essieux, les blocs freins, enfin tous les accessoires. Donc on viendra plus dans le détail pour vous expliquer. Et ensuite on a une troisième équipe en fait, donc qui traite vraiment le châssis en lui-même, donc de la rénovation, hein. Donc il y a du nettoyage, du grenaillage, donc c'est du nettoyage mécanique. Ensuite on a plusieurs corps de métier, hein, qui réalisent des opérations sur le châssis, hein. Donc on fait de la magnétoscopie, donc c'est de l'END en fait, de l'examen non destructif. On fait de la magnétoscopie pour vérifier s'il n'y a pas de fissures, des détériorations. Ensuite on vient réparer tout cela en chaudronnerie, donc soudure, donc métier de chaudronnier. Ensuite, après ça, il y a un métier de peintre, hein, de la peinture. On vient appliquer une peinture sur le châssis. Et ensuite arrive la phase de remontage en fait. Donc des organes, comme là on est en train de réaliser donc là une mise sur roue. Donc en fait on peut se rapprocher, hein, on va vous présenter, si vous le voulez bien, un châssis de bogie plus dans le détail. Donc en fait sur chaque série d'engins et chaque bogie, on a une fiche de réparation qui nous explique comment le démonter, comment le remonter et ses phases de réglage pour pouvoir le livrer sur la rame et au client. Donc la fiche ça se présente comme ça. Donc bien sûr ça a été étudié et rédigé par l'ingénierie et tout ce qui est SEF, donc toutes les règles de sécurité pour pouvoir et permettre de rouler en toute sécurité. Donc en fait nos agents prennent le document et suivent à la lettre le montage. Donc c'est comme un livre, on suit les pages et on arrive à démonter le bogie et on arrivera à le remonter. Donc dans son contenu, on nous explique les types de vis, les réglages, le coupe de serrage, l'ordre de montage et il y a beaucoup de choses comme ça. Et surtout, à chaque montage d'organes, chaque coupe de serrage, nous on a des traçabilités pour renseigner cette fiche qui nous permet de justifier et de certifier notre travail. Donc en fait on livre un produit qui est conforme à la sécurité ferroviaire. Donc là il prépare la visserie, donc c'est tout ce qui est accouplement bogie essieux. Donc on a eu une question par rapport aux soudures, donc quelle qualification faut-il avoir? Donc il faut savoir qu'il y a des écoles qui forment en soudure, donc CAP, chaudronnerie, forment en soudure. Mais une fois entré à la SNCF s'engage à reformer les soudeurs pour les adapter aux besoins en production. Tous les 6 mois, la formation est renouvelée ici dans nos locaux. C'est bien ça?
Oui, il faut du soudure. Ouais. Alors oui, on a deux métiers bien spécifiques, hein. Donc on a la partie END, hein, ce que je disais juste avant, donc examen non destructif. Donc chez nous au Bogie, on réalise de la magnétoscopie. Donc ça, c'est une formation qui est quand même bien spécifique, hein. C'est une école, c'est un centre de formation qui est situé à Rouen-Catmar. Donc c'est long, hein. On va dire que le schéma, vraiment, on peut compter une bonne année, voire 2 ans de formation. Donc ça, c'est pour la partie examen non destructif en magnétoscopie. Et ensuite, il y a le métier de chaudronnier soudeur. Donc là, c'est vraiment de la soudure, hein. Donc je pense qu'il y a des écoles faites pour ça. Enfin, moi, je sais que je viens de l'ANIFOP. Il y avait une école bien spécifique pour ça, où on apprend le métier de chaudronnier soudeur. Et ensuite, nous, à la SNCF, on a des formations en interne, hein. Donc on a un centre de formation qui est le Technique Campus au Mans. Donc pareil, hein, on se forme, voilà. Et après, même au niveau du Technicentre industriel de Nevers, on a encore des experts, des agents qui sont là pour requalifier les agents tous les 6 mois, tous les ans, qu'on ne perde pas de compétences et qu'on travaille toujours en sécurité et en qualité. Voilà. Donc là, on est toujours en phase de solidarisation, accouplement de l'essieu et le châssis. Donc David vous l'a expliqué juste avant. Ensuite, on peut vous expliquer comment est composé un bogie, hein. Donc un bogie est composé déjà d'un châssis, hein. Donc c'est vraiment la structure du rigide comme une caisse. Voilà. Ensuite, les essieux, hein, donc vous venez de les voir, hein, c'est ce qu'on vient de faire, donc la mise sur roue. Donc 2 essieux qui vient entraîner les roues et qui forcément vient faire rouler, avancer le train sur les voies, sur les rails. Ensuite, il y a plusieurs accessoires qui viennent composer le châssis, hein. Donc il y a barres anti-roulis. Donc les barres anti-roulis, comme son nom l'indique, pour éviter le roulis de la caisse, de la rame. Donc on peut la voir, elle est là, hein. Donc elle traverse tout le châssis de bogie. Donc ça, c'est hyper lourd, hein. Enfin, comme encore une fois son nom l'indique, c'est pour éviter le roulis. Ensuite, on a tout ce qui est bielle. Donc là, on n'en a pas à l'image, mais on a des bielles en fait qui viennent toujours pareil faire entre le bogie et la caisse qui sera reliée à cette hauteur. Voilà, donc on en a plusieurs, hein. Des petites, des grandes, suivant les modèles. Voilà. En fait, chaque série et chaque engin a ses organes différents. Donc, voilà. Ensuite, on a des traverses. Donc là, on l'a pas l'image pour ce type de bogie, mais on peut y avoir sur certains types de bogies des traverses avec les suspensions secondaires. Donc ça, c'est pareil, hein, ça vient faire une solidarisation entre la caisse et le bogie. Et c'est des gros coussins. Et après, ce qui vient en gros faire le confort du voyageur en fait, pour éviter que ça secoue un peu de partout. Oui, c'est un rôle d'amortisseur. C'est un rôle d'amortisseur, mais pneumatique en fait. Donc c'est typiquement une membrane en fait, où on vient mettre de l'air, hein, qui provient de l'engin, et pour éviter plein d'aléas. Et ensuite on a les unités de frein, parce que ça a besoin de freiner. Donc le châssis il est muni de 4 blocs freins. Donc si on peut voir. Donc chaque bogie est assistée par des blocs freins. Donc c'est assez impressionnant. Parce c'est comme une voiture, donc il faut arriver à freiner lors des signalisations des voies et surtout aux arrêts des gares, quoi. Et voilà. Et donc du coup après il y a aussi des amortisseurs qui ne sont pas présents, qui seront montés après montage. Donc là sur ces petits bogies là de porteurs, ils sont très light. Donc en termes d'organes, ils ne nécessitent pas forcément beaucoup d'éléments. Contrairement à la motrice, donc le bogie numéro 1, le moteur, celui qui entraîne, donc du coup il est un peu plus complexe. En termes d'essieux, en termes du coup le moteur électrique. Donc il y a beaucoup plus d'organes et beaucoup plus de préparation. Donc là on reste sur un châssis qui est assez simple à réaliser. Après là on va retourner voir nos agents, Joachim et Romain. Ils vont appliquer un couple au serrage, des vis. Voilà. Ouais. Et du coup il y a sur les règles de serrage au couple, c'est préconisé et
Ça a été réalisé par les centres de formation grâce à l'assemblage boulonné. Donc du coup, on serre les vis au couple et chaque vis serrée est automatiquement marquée par un écrit métal qui est lui aussi homologué par la SNCF. Donc après, ils appliquent, suivant le nombre de vis et suivant l'état de surface et suivant l'organe, il y a des ordres, un ordre de serrage. Donc là, c'est des produits en croix, tout simplement, pour être sûr que les deux surfaces soient bien appliquées entre elles. Donc du coup, les clés dynamométriques, elles sont contrôlées tous les jours par les agents. Elles sont valides sur une certaine période. Donc du coup, pour être sûr qu'elles ne tombent pas ou qu'il y a un défaut de la clé, tous les jours, nos agents contrôlent les clés au couple pour être sûr qu'on puisse réaliser un bon serrage au couple des organes. Donc généralement, on travaille en équipe. Le but est de travailler en binôme. C'est quand même beaucoup plus facile et à réaliser les tâches. Et du coup, les opérations se succèdent une par une aux quatre coins du bogie. Hein, ils vont les monter après. Il faut qu'on les monte. Monter les adaptations. Ah oui, on parle de la traçabilité. Facile, hein. Vas-y, dis que tu remplis la trace là. Donc toujours pareil, hein, on vient de réaliser un serrage au couple, donc je pense que David en a déjà parlé, mais on ne fait pas toujours n'importe quoi. On a des règles à respecter via des documents de maintenance. Hein. Donc ils ont respecté le document de maintenance qui nous a dit de faire ce type d'assemblage boulonné bien précis. Donc la vis, la rondelle, le serrage au couple. Pareil, hein, on a utilisé une clé dynamométrique donc pour réaliser ce couple de serrage. La clé dynamométrique qui est testée tous les matins pour bien vérifier qu'elle sert au bon couple de serrage, qu'elle ne soit pas détériorée, qu'elle applique un mauvais couple de serrage. Ensuite, on applique le serrage au couple. On doit faire un marquage tout de suite. Donc l'agent qui serre doit réaliser un marquage de la vis pour attester que la vis est bien serrée et pour vérifier ensuite par la suite si la vis s'est desserrée. Donc ensuite là vous pouvez vous rapprocher. Hein. Donc là typiquement Joachim et Romain donc, ont réalisé le serrage. Donc ils viennent tracer comme quoi ils ont réalisé telle opération. Donc on a des numéros de poste à chaque opération où on vient mettre le numéro. Enfin donc là on vient typiquement de réaliser un montage et serrage des boîtiers Meiji sur essieu. Donc l'agent Joachim réalise comme quoi il l'a bien fait. Il met le numéro de poste, il note le numéro de la clé dynamométrique, la date de validité. Ensuite il va poser son nom, son visa et la date de réalisation. Et ça sur toute opération que l'on réalise. Donc ensuite la réalisation n'est toujours pas finie. Hein. Là on vient juste de réaliser la pose du châssis sur les essieux. On vient juste réaccoupler au niveau des boîtiers Meiji et les 4 vis. Mais ensuite comme on vous disait tout à l'heure, on a plein d'accessoires. Donc typiquement là des amortisseurs. Donc qui est composé comme ceci. Hein. Donc là toujours pareil, hein, on va monter aux 4 coins du bogie. Donc toujours Joachim et Romain. Voilà.
Donc en fait le rôle d'un amortisseur, c'est bien entendu d'amortir les chocs. Donc du coup c'est comme une voiture ou un camion ou un véhicule, il faut amortir les chocs. Donc du coup c'est ce qui va permettre d'assouplir et d'amortir les chocs entre les essieux et le châssis. Donc du coup en plus de l'amortisseur primaire, donc du coup ça se complète pour vraiment bien atténuer et absorber les chocs du bogie et pour pas que ça se ressente sur la caisse. C'est un... Une question qui dit quelle est la durée de vie de l'ensemble? C'est-à-dire combien de temps un train peut être équipé de cet essieu, de ce bogie? Donc en fait tous ces organes, ça a été étudié par l'ingénierie. En fait suivant les séries d'engins, c'est soit du potentiel donc kilométrique ou soit du potentiel en termes de vie, en durée de vie. Donc c'est en années et après c'est en millions de kilomètres les rames. Donc c'est à peu près en millions de kilomètres que l'organe il se périme, on va dire. C'est pas parce qu'il arrive au million à 1,1 million il va casser, c'est que c'est les ingénieurs, ils ont estimé que toute la partie maîtresse de cet organe se fragilise. Donc du coup, ils anticipent ces interventions. Donc du coup, on a des alertes sur des postes bien spécifiques qui reçoivent des informations sur le nombre de kilomètres, sur le nombre d'années. Et du coup, tous les mois, ils envoient une fiche en disant sur cette rame-là, il y a tel organe à remplacer, dû au potentiel et tout ça. Donc je vais vous présenter un peu les rôles de chacun. Donc Romain et Joachim sont des opérateurs mécaniciens, donc ils réalisent les assemblages, comme vous pouvez le voir. Ensuite on a vraiment la partie comme David tout récemment, donc lui il a vraiment une activité de soutien quand même de Joachim et Romain, donc où il vient gérer vraiment la production sous le terrain. Il vient commander les pièces au niveau du pointage pour aider le DPX, le manager. Ensuite, il vient sortir tout ce qui est traçabilité. Il est là en soutien, on va dire, vraiment de la production. Entre les agents et le DPX pour permettre que le DPX il a ses tâches de responsabilité, de traçabilité, de conformité à rendre. Et tout ce qui est veille, donc du coup suite à les veilles, en fait une veille c'est comme un pardon. Donc du coup suite à tout ça, moi ma place c'est que je fasse un peu le tampon entre les deux personnes, comme ça permet d'aider Mathieu et surtout d'aider les gars pour faire toutes ces opérations. Donc David aussi a un rôle essentiel sur la planification en fait, donc toutes ces opérations en fait on les prépare en amont, on a des réunions de production, on a des réunions tous les jours d'organisation en fait. On ne fait pas encore n'importe quoi. Cette opération là en fait a été préparée forcément tous les jours on fait telle et telle opération pour avancer la production, pour derrière honorer nos clients dans les délais, parce qu'on est dans toutes entreprises, donc on doit travailler en toute sécurité déjà dans un premier temps, donc le respect, le port des EPI, quand on vient au travail, c'est pour repartir en entier à la maison le soir, donc déjà c'est une chose. Ensuite on vient travailler en qualité, donc qualité c'est respect des documents, le respect des traçabilités. Ensuite on a la partie coût, forcément derrière, on est comme dans une entreprise, il faut qu'on gagne de l'argent, donc il y a cet aspect là aussi. Ensuite il y a vraiment l'aspect délai, donc ça c'est vraiment ce que je disais, la partie à David. Donc le but c'est de livrer encore une fois nos clients en temps et en heure, donc c'est pour ça qu'on organise des réunions et on essaye de planifier, parce qu'en fait comme on est côté ERA, Bogie ERA réparation accidentelle, donc comme il y a un levage, en fait ça génère beaucoup de mouvements de bogies et de caisses dans les nefs.
Donc du coup, comme il y a plusieurs corps de métier, chacun a besoin de ce bogie, de cette rame à un certain endroit. Donc du coup, on essaie toujours de trouver le meilleur moment, le meilleur endroit pour intervenir sur ces remplacements. Je voulais juste préciser que DPX chez nous, ça voulait dire dirigeant de proximité, donc c'est l'équivalent de manager. Et j'ai une question qui dit comment sont recyclées les bogies abîmées? Recycler les bogies, alors c'est soit ils sont réparables, donc encore une fois on les démonte totalement. On a tout plein d'expertise, donc déjà mécanique en entrée, ensuite à la chandonnerie, soudure, magnéto, tout ça en fait, on fait des expertises. Et à ce moment-là, on sait si oui ou non c'est réparable. Donc on a plein de, voilà, on a du redressage si le châssis est déformé, s'il y a des fissures à reprendre, on revient souder. Enfin voilà, on vient réparer le plus possible les organes. Après malheureusement, si on n'arrive pas, c'est c'est rebuté en fait. Bon, ça peut arriver, typiquement sur les bielles, donc les petites bielles par exemple, elles passent, donc tous nos accessoires passent en examen non destructif en magnétoscopie. Et si on détecte des fissures trop importantes, on a des cotes bien précises à respecter, encore une fois par rapport à nos documents de maintenance. Et typiquement on rebute. On fait pas n'importe quoi, encore une fois. Je le répète, mais un bogie c'est quand même essentiellement ce qui vient faire rouler le train avec les essieux. Donc c'est très important. À savoir qu'on roule quand même à 130, 140 km/h, même voire plus. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et si pour rebondir sur le poste de DPX, donc on a parlé plus David et moi en fait j'ai vraiment la partie manager, on réalise avec tous mes collègues des veilles dans toute l'année en fait. On a une planification de veille où on vient vérifier comment les agents travaillent, donc s'ils travaillent encore une fois en toute sécurité, s'ils portent bien tous leurs équipements de protection individuelle, donc là comme Joachim et Romain, casquettes, lunettes de sécurité, gants, vêtements de travail, chaussures de sécurité, donc on vérifie ça. Ensuite la qualité, si on respecte bien les documents de maintenance, les traçabilités, on vérifie tout ça si cela est bien fait. Ensuite, on a une partie gestion aussi, forcément, avec David à DPX, donc l'adjoint responsable de production, où on vient agrémenter tout ça et puis vérifier si tout se passe bien. Et puis surtout aussi pour tout ce qui est irritant, dysfonctionnement et tout, où il y a des décisions à prendre, on est là pour ça, quoi. Voilà. Par quels moyens redressez-vous les châssis? Alors on les redresse, on a un banc de redressage qui n'est pas dans notre équipe en fait, c'est la partie chandronnerie côté Pôle Engin où on a un banc de redressage en fait. Donc c'est un endroit déporté en fait. On vient, on essaye d'appliquer des masses, de chauffer, pour essayer de redresser. Donc en fait, j'en ai pas parlé mais on appelle ça le roamer en fait. On a un bras tridimensionnel en fait où il vient prendre tout plein de mesures sur le châssis à plusieurs endroits pour voir si le châssis il est au plan en fait. Oui, parce qu'on parlait de documents de maintenance, de traçabilité, mais on a aussi des plans, donc les plans constructeurs que nous on réadapte en plan SNCF. Et toujours pareil, tout le bogie dans toute sa constitution en fait c'est au plan. Il n'y a rien qui est fait au hasard, c'est tout au plan. Voilà. Pour répondre à une question qui était combien de temps faut-il pour construire un wagon en tenant compte de toutes les étapes d'aménagement intérieur, etc. Il faut savoir qu'on ne dit pas un wagon, mais on dit une voiture. C'est une voiture, donc on ne dit pas un wagon. Et il faut en moyenne 60 jours pour rénover l'intégralité d'une voiture. Après ça dépend de toujours encore une fois ce qui est réalisé. Si c'est une grosse réparation accidentelle, ça peut aller en mois et années, on l'a déjà vu, où il y a vraiment des gros travaux. Il peut y avoir aussi des petites visites, des petites réparations, donc c'est en quelques jours. On a des fois des rames, elles arrivent le lundi et le vendredi, elles soient dans leur région pour respecter les plans de transport du week-end pour vous assurer des trains tous les jours et à l'heure. Voilà. Donc oui, ça peut varier de quelques jours à quelques mois à quelques années.
Donc pareil, un châssis de bogie en chaîne, enfin en RA ça peut être quelques jours et vraiment lundi, mardi, enfin voilà, 1 ou 2 jours où c'est vraiment très light. Ou vraiment en partie chaîne où on a vraiment la phase de démontage à remontage, donc le temps de traverser en quelques semaines. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là on n'a qu'un type de châssis de bogie. Et sinon dans l'ensemble du pôle bogie, on a plusieurs types de bogies. Là actuellement on doit avoir une quarantaine de bogies en cours de production, donc en cours, multiplié par le nombre de pièces à côté. Enfin voilà, ça vous laisse... Ça fait des gros volumes. Donc tout ça coordonné par encore ma hiérarchie, hein. Donc nous avons un chef d'atelier et un ordonnanceur pour coordonner tout ça, donc les 3 équipes. Et ensuite on a donc un DO, un dirigeant d'unité opérationnelle, donc vraiment le chef on va dire, qui est là pour vraiment veiller à tout ce que cela se passe bien. Voilà. J'ai 2 petites questions. Oui. Combien de chevaux fait le moteur d'un train à grande vitesse? Alors, là, ça dépend des engins. Je sais que par exemple un 73 500 que vous avez vu récemment, un moteur fait 350 chevaux, il y en a 2, donc ça fait 700 chevaux. Après il y a plein de types encore une fois de bogies, d'engins, et nous ça peut être il peut y avoir du thermique, du diesel, il peut y avoir plein de... Donc c'est difficile de vous répondre maintenant. Il y a plein de... Avez-vous un secteur usinage et quel type de pièces fabriquez-vous? Alors oui, on a un centre usinage, hein, donc c'est déporté encore une fois. Donc encore une fois, à la SNCF, on essaye d'être autonome le plus possible et de garder entre guillemets tout le boulot pour nous. Donc on essaye encore une fois de réparer, d'usiner, hein. Donc on a des machines-outils pour ça. On a typiquement pour les bogies ce qu'on appelle la linée en fait, hein. Ce qui nous permet des fois on a une grosse fraiseuse en fait, donc qui nous permet d'usiner un châssis sans pouvoir désolidariser les accessoires et les essieux. On l'emmène directement à la machine et on vient usiner le plus possible. On essaie de réparer le plus possible pour éviter de rebuter, parce que forcément les rebuts ont un coût. Donc qui dit coût, c'est... Et après on essaye de... Donc aussi je pense que... il y a des formations exprès pour ça. Et nous à la SNCF, au Technicentre industriel de Nevers, on a une équipe aussi qui est dédiée pour ça avec différents types de machines. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Ça vous a plu? Ah oui, très bien. Donc sachez que chaque année nous recrutons des alternants, donc en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage du niveau CAP au niveau Bac+5 à réaliser en alternance au sein de notre technicentre. Actuellement, nous avons des offres d'alternance disponibles pour la rentrée prochaine dans nos fonctions support, en fonction ressources humaines, en assistanat administratif et juridique ou financier, mais également en ingénierie statistique, en génie mécanique et industriel. Nous sommes également amenés à rechercher des chaudronniers, des mécaniciens et des électrotechniciens. Pour cela, il faut postuler à l'adresse email qui s'affichera à la fin de la vidéo en envoyant un CV à jour et une lettre de motivation. N'hésitez pas à en parler avec vos amis et à votre entourage pour favoriser l'alternance. Et merci à vous pour votre participation au Job Live. C'est bon ?